C'est en tordant un emballage carton de ce type que les frères Wright inventèrent les bases fondamentales du contrôle du vol sur trois axes dès les années 1902-1903. Leurs multiples inventions ont été décisives pour l'essor de l'aviation et tous les avions d'aujourd'hui embarquent les créations des frères Wright. Nous allons étudier leur technologie et nous transporter sur le premier aéroport à Dayton dans l'Ohio, là même où ils ont développé le Flyer, le premier avion motorisé capable de voler. C'est là qu'ils ont appris à maîtriser les forces aérodynamiques, c'est-à-dire à piloter. Bien qu'habitant à Dayton, chaque automne à partir de 1900, les Wright s'installaient à Kitty Hawk en Caroline du Nord pour tester leurs planeurs qui préfigurèrent leur avion à moteur. S'ils sont venus ici, aussi loin de chez eux, c'est parce qu'ils avaient identifié qu'ici il y avait souvent un vent suffisamment fort et aussi régulier permettant de soulever facilement les planeurs, qu'ils faisaient parfois voler comme des cerfs-volants. En plus, il y avait des dunes dont les pentes permettaient de faciliter le décollage. Après 4 ans de mise au point sur leurs planeurs successifs, c'est le 17 décembre 1903 qu'ils réalisèrent les premiers vols motorisés jusqu'à atteindre 250 mètres de vol pendant 59 secondes. Après cette réussite, les deux frères décidèrent de continuer leurs essais plus près de chez eux, dans un champ appelé Huffman Prairie, à Dayton, parce que l'éloignement de Kitty Hawk devenait une grosse contrainte. La prairie est restée inchangée jusqu'à nos jours. Le hangar dans lequel ils entreposaient leur appareil a été reconstruit à l'identique. Le site se trouve sur les terres de la base de l'US Air Force de Wright-Patterson, dont les pistes sont à quelques centaines de mètres, et l'immense musée de l'US Air Force se trouve à quelques kilomètres. Ici, il y a peu de vent et pas de relief, alors les avantages météorologiques et topologiques de Kitty Hawk devaient être compensés par plus d'imagination, notamment parce qu'il s'agissait maintenant d'augmenter le temps de vol et surtout de prendre des virages. Dès le début de la conception de leur planeur, les Wright ont opté pour une voilure biplan, comme s'y étaient déjà essayés Octave Chanute et Otto Lilienthal avec leur propre planeur. Le Flyer, qui était l'évolution du planeur des Wright de 1902, devint le premier biplan motorisé. La structure des ailes était composée d'un total de 73 nervures en frêne et de 2 longerons en épicéa parcourant toute la longueur de chaque aile. Elles étaient recouvertes d'une toile en coton mousseline et composées de plusieurs morceaux cousus ensemble pour couvrir l'ensemble des ailes, au-dessus et au-dessous. Grâce à la construction d'une réplique lors du centenaire du premier vol du Flyer, on peut comprendre comment la toile était fixée sur les ailes. Chacun des plans était constitué de 3 sections, la section centrale très rigide et 2 sections droite et gauche plus flexibles afin de pouvoir être tordues pour le gauchissement que l'on verra plus loin. Pour chaque section, les nervures étaient d'abord fixées sur le longeron avant. Pour installer la toile, elle était d'abord passée sous l'aile et les nervures étaient enfilées dans ces poches cousues sur la partie inférieure de la toile. Ensuite, le longeron arrière était à son tour enfilé à travers les nervures, puis la toile était rabattue par-dessus l'aile. Elle était tendue et fixée au total par environ 9800 clous et par des coutures. Les 3 sections étaient ensuite assemblées. Les longerons des sections des extrémités étaient fixés au longeron de la partie centrale par des ferrures et la toile était cousue aux jonctions. La structure des 2 plans était maintenue par 2 x 8 haubans verticaux en bois fixés sur les longerons et des fils de rayons de vélo en diagonale. À cette époque, un peu avant 1900, on avait déjà compris que pour créer de la portance, le profil d'une aile devait être courbé. Avec une telle forme, le flux d'air qui passe au-dessus de l'aile est accéléré par rapport à celui qui passe en dessous. La pression augmente donc sous l'aile et diminue au-dessus comme une aspiration. C'est d'ailleurs cette aspiration qui est responsable de la plus grosse part de la portance. Si on avait à peu près compris ce principe général, ce qu'on ne savait pas encore, c'était comment virer. Depuis, on sait que pour virer, il faut incliner l'avion pour qu'il entame un cercle autour d'un point fictif. Avec l'inclinaison de l'aile, la force de portance s'incline et peut se décomposer en 2 forces. Une verticale qui s'oppose au poids et l'autre centripète dirigée vers le centre du cercle qui force l'avion à suivre la tangente de ce cercle et donc changer de direction. Mais le mouvement de roulis crée un mouvement de lacet inverse ou induit à l'opposé du virage qui tire le nez vers l'extérieur du virage. Ceci est dû à une traînée plus importante du côté de l'aile qui se lève. Pour compenser, il faut provoquer un léger lacet qui maintient le nez sur la tangente. À la fin du XIXe siècle, personne n'avait réussi à mettre ces principes en application.
Dans les versions les plus avancées de leur planeur, Octave Chanute et Otto Lilienthal utilisaient pour incliner l'appareil la méthode de variation du centre de gravité. Elle consistait à déplacer les jambes vers la droite ou la gauche de manière à déplacer le centre de gravité pour provoquer l'inclinaison, un peu à la manière des deltaplanes d'aujourd'hui. Mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment réussi à virer, ou à peine. De plus, si leur planeur possédait un stabilisateur vertical de queue, il était fixe. Ce n'était donc pas une gouverne capable de provoquer un mouvement de lacet. C'est en observant le vol plané d'une buse que les frères comprirent le principe qu'il fallait appliquer pour prendre un virage. Ils constatèrent que lorsque l'oiseau planait, pour virer, il s'inclinait, et pour cela il augmentait l'angle d'attaque d'une aile, provoquant ainsi une augmentation de portance de ce côté. L'aile se levait et l'autre s'abaissait et l'oiseau virait. Restait à imaginer comment faire pour appliquer ce principe sur un avion. L'idée vint à Wilbur Wright un jour en déballant du matériel d'un emballage qui avait une forme comme celle-ci. En le tordant ainsi, il comprit qu'il avait là le principe qui imitait à peu près l'aile d'un oiseau. Il fallait tordre l'aile. C'est un des principes fondamentaux de l'aviation qu'il venait d'inventer, qu'on appelle le gauchissement, qui permettait de déclencher le roulis. Le terme de gauchissement est toujours utilisé aujourd'hui, même si on ne tord plus les ailes. On obtient le même résultat avec des ailerons ou des élevons, bien plus faciles à intégrer dans une aile puisqu'il suffit de les braquer vers le haut ou le bas. Lors des essais de leur planeur de 1901, ils constatèrent que le comportement de l'aile qu'ils avaient conçu n'était pas conforme aux attentes. Pour concevoir cette aile, ils avaient utilisé des tables de pression d'air publiées par Otto Lilienthal. Ils soupçonnèrent qu'elles n'étaient pas correctes. Alors ils décidèrent de construire leur propre soufflerie. Ce n'était pas la première soufflerie de l'histoire, mais pour eux c'était l'outil qui allait leur permettre de concevoir une aile de manière scientifique. Ils testèrent 200 modèles d'ailes pour concevoir l'aile du planeur de 1902 et plus tard du Flyer. Au passage, ils constatèrent que ce n'étaient pas les données de Lilienthal qui étaient incorrectes, mais un coefficient dit de Smeaton qui apparaissait dans les formules de calcul de traînée et qui était faux. Ils calculèrent une nouvelle valeur, très proche de la valeur connue aujourd'hui. C'est sur leur planeur de 1902 qu'ils testèrent leur aile, mais aussi le dispositif de contrôle, et le tout fut ensuite reporté sur le Flyer motorisé. La plus importante innovation était donc le dispositif de gauchissement de l'aile qui consistait à la tordre. D'un côté, la torsion provoquait la réduction de l'angle d'attaque de l'extrémité de l'aile, et à l'autre extrémité et simultanément, l'angle d'attaque était augmenté, provoquant un différentiel de portance qui permettait d'incliner l'avion. Pour piloter cette torsion, le pilote était allongé sur un berceau mobile de droite à gauche. Son mouvement actionnait des câbles qui tiraient l'aile d'un côté et la relâchaient de l'autre. À l'arrière, initialement, ils optèrent pour un stabilisateur vertical fixe. Après quelques déconvenues, ils comprirent que ce stabilisateur devait être un gouvernail à la manière des bateaux et devait pivoter vers la droite ou la gauche, suivant le virage, pour compenser le fameux lacet inverse. Ils choisirent d'actionner cette gouverne avec la même commande que le gauchissement. En se dandinant de droite à gauche, le pilote pouvait donc à la fois gauchir et compenser le lacet. Contrairement aux planeurs des concurrents, les frères Wright ne placèrent pas le stabilisateur horizontal à l'arrière, mais à l'avant, façon canard, et en plus il était mobile. L'inclinaison du plan canard vers le haut ou le bas permettait le mouvement en tangage en créant plus ou moins de portance à l'avant. Pour cela, le pilote utilisait ce manche à sa gauche qui permettait de contrôler uniquement le plan canard, donc pour monter ou descendre. Pour eux, cette position peu classique du plan permettait un meilleur contrôle et évitait un phénomène de piqué du nez en cas de décrochage. C'est ce phénomène qui coûta la vie à Otto Lilienthal. En 1905, sur la version 3 du Flyer, ils dissocièrent le gauchissement et le lacet, comme sur tous les avions qui suivirent. Un deuxième manche fut rajouté afin de contrôler le lacet indépendamment. Ce manche était placé à droite du pilote et pivoté horizontalement. En résumé, ils avaient inventé le contrôle sur 3 axes que tous les avions utilisèrent ensuite. Le planeur 1902 fut le premier avion contrôlable à qui il ne manquait plus qu'un moteur pour devenir le Flyer, le premier avion motorisé pilotable. À l'époque, les seuls moteurs à essence disponibles venaient de l'industrie naissante de l'automobile, mais ils étaient bien trop lourds. Alors ils conçurent leur propre moteur avec l'aide de leur mécanicien Charlie Taylor. Pour économiser du poids, le carter était un alliage d'aluminium et de cuivre, ce qui était très rare à l'époque.
Le réservoir de carburant de 650 ml était suspendu en hauteur, fixé sur un haut-banc à gauche du pilote. L'essence s'écoulait uniquement par gravité vers le moteur au moyen d'un tuyau qui passait sous le pilote. Un simple robinet ouvrait ou coupait l'alimentation. Le système de refroidissement était composé d'un radiateur fixé au haut-banc à la droite du pilote. L'eau qu'il contenait descendait par gravité sous le moteur et remontait dans le radiateur par le dessus. En réalité, il n'y avait pas de pompe, l'eau ne circulait pas vraiment, l'échange thermique se faisait par diffusion. En quelque sorte, la température était une moyenne entre l'eau rafraîchie par l'air dans le radiateur et l'eau chauffée dans le moteur. C'était un système peu efficace, mais suffisant pour de courtes périodes d'utilisation. Au démarrage, l'électricité était d'abord fournie par une batterie sèche, c'est-à-dire une pile, qui restait ensuite au sol. Elle avait pour fonction de provoquer l'étincelle initiale entre deux contacts qui enflammaient le mélange air-essence dans la chambre de combustion de chacun des 4 cylindres. C'est cette boîte qu'on voit ici lors du premier vol. Une fois démarré, c'est une magnéto située à l'arrière du moteur qui prenait le relais. Le moteur pesait 82 kg et développait 12 chevaux à 1025 tours par minute et fonctionnait à un régime constant, donc pas de manette des gaz nécessaire. Le moteur et le pilote étaient placés symétriquement de part et d'autre de la ligne médiane des ailes. Or le moteur pesait 82 kg et le pilote environ 70. Donc normalement l'avion aurait dû être déséquilibré. Pour rétablir ce déséquilibre, la partie droite des ailes était plus longue de 10 cm afin de rajouter un peu de portance à droite pour compenser la différence de poids. Le moteur entraînait les deux hélices grâce à des chaînes de vélo, qui entraînaient des pignons de vélo. La chaîne de gauche était croisée afin que les hélices tournent en sens opposé pour annuler les effets de couple de chacune, sans quoi l'appareil aurait dérivé vers la droite ou la gauche. Les Wright ont également innové dans la conception des hélices, puisqu'il n'existait pas vraiment d'antécédent. Ils construisirent une soufflerie spéciale et découvrirent qu'une hélice devait être conçue exactement comme une aile tournante. Le profil courbé sur le dessus de chaque pale crée une force de portance, mais cette fois dans l'axe de l'avion, qui dans ce cas est appelé traction. L'hélice devait aussi être vrillée pour que tout le long de la pale, l'angle d'attaque soit optimal en chaque point, puisque la vitesse de rotation près du moyeu est plus faible qu'à l'extrémité. L'hélice qu'ils avaient fabriquée pour leur premier vol permettait de développer une puissance de 60 kg, alors qu'ils avaient calculé qu'il suffisait d'une puissance de 40 kg pour voler à 38 km/h. Le Flyer disposait de deux instruments, un chronomètre et un anémomètre. L'anémomètre comprenait un moulinet qui tournait plus ou moins rapidement en fonction de la vitesse. Il était relié à un compteur qui convertissait le nombre de tours du moulinet en distance parcourue et non pas en vitesse instantanée. Avec le chronomètre, on pouvait en déduire la vitesse moyenne d'un vol. Avant de voler, il faut décoller et comme on peut le remarquer, le Flyer n'a pas de roue. Il est équipé d'un traîneau qui, avec ses patins, sert uniquement comme train d'atterrissage. Lors du premier vol à Kitty Hawk, l'appareil était posé sur un chariot qui roulait sur un rail de 18 mètres de long. En appui sur deux moyeux de vélo, le décollage se faisait en glissant sur le rail, orienté pour décoller face au vent pour bénéficier de plus de portance. En 1904, pour leurs essais à Dayton, ils déterminèrent qu'il fallait atteindre 45 km/h pour décoller. Or, sur Luffman Prairie, il n'y avait pas le vent fort porteur de Kitty Hawk. Pour s'élancer, il aurait fallu un rail de plus de 72 mètres de long qu'il aurait fallu déplacer à chaque vol en fonction du vent, ce qui aurait été un long travail pendant lequel le vent aurait tourné. Alors, pour aider le moteur à mettre l'avion en l'air, les Wright conçurent une catapulte. C'était cette sorte de derrick de 6 mètres de haut, d'où pendait un poids de 650 kg qui, une fois relâché, entraînait le Flyer le long d'un rail d'environ 20 mètres. La masse était suspendue par un câble qui, par un système de poulies, tirait un chariot sur lequel reposait le Flyer. L'avantage du système, il n'était plus utile d'orienter le rail en fonction du vent, la force de catapultage suffisait. Il reste toutefois une dernière technologie dont on n'a toujours pas percé le secret. Comment la casquette du pilote restait fixée sur sa tête? En 1904, après de nombreux vols plus ou moins réussis, ils réalisèrent le premier virage pour un avion et le 20 septembre, aux mains de Wilbur, le Flyer réalisa une boucle complète. Pour la première fois, un appareil piloté revint à son point de départ par les airs. Et un an plus tard, le 5 octobre 1905, Wilbur boucla 30 cercles en 39 minutes. L'activité sur cet aéroport se poursuivit jusqu'en 1915,
L'école de pilotage des Wright formera ici de nombreux pilotes. L'invention de l'avion ne consistait pas simplement à faire de petits bonds incontrôlés, mais à comprendre les forces aérodynamiques et inventer les moyens de les maîtriser pour permettre le vol contrôlé. Et c'est très exactement ce que les frères Wright ont été les premiers à réaliser. De nombreux documents en témoignent, comme par exemple les photos du premier vol, les carnets d'Orville Wright dans lesquels, pendant des années, ils décrivaient jour après jour toutes leurs recherches, mais aussi les nombreuses correspondances avec Octave Chanute. Pourtant, ils n'étaient pas des ingénieurs, mais de modestes fabricants et vendeurs de vélos. D'ailleurs, plusieurs éléments du flyer évoquent la technique des vélos. On peut donc penser que l'envol de l'avion doit certainement beaucoup à l'invention de la bicyclette. Les Wright ont certainement créé beaucoup de vocations. Notamment, 27 ans plus tard, en 1930, à 90 km au nord de Luffman Prairie, à Wapakoneta, naissait un certain Neil Armstrong, pilote et astronaute, qui portera un morceau de l'aile du flyer jusque sur la Lune.